Alors, comme le disait le docteur Lucier, je suis gérontopsychiatre ici à l'Institut depuis 2006. J'ai différents intérêts. Je m'occupe, entre autres, des aidants naturels. Et docteur Lucier m'avait demandé de présenter sur le sujet de l'hébergement aujourd'hui. Il m'a semblé que c'était important d'avoir un aidant naturel qui apporte son point de vue également pour parler de cette démarche-là. Alors, je vous présente M. François Côté, à qui je vais laisser le soin de dire lui-même qui il est. Ça, c'est moi. Et M. Côté. Et ça, c'est moi. Bon, alors, les petites notes biographiques sont métier réalisateur, père et grand-père, québécois d'origine, donc rien à dire. Une des choses que je voulais vous dire, cependant, c'est que une des pires choses qui peut nous arriver, c'est de devenir un exemple. C'est pas un sort à envier, parce que ça nous oblige à la perfection, puis ça rend la vie assez moche, merci. Alors donc, je suis pas ici pour être cité en exemple. Je suis ici vraiment très simplement, très humblement, pour apporter l'expérience que moi, j'ai vécue avec ma conjointe, dont le docteur Claire a pris connaissance parce qu'on a eu plusieurs rencontres depuis quelques années. Et je viens apporter un ancrage particulier à ce qui sera des concepts que le docteur Claire va nous présenter. C'est pas plus que ça. J'arrive pas ici avec un message, surtout pas. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la chanson « Que reste-t-il de nos amours ?» C'est une chanson que j'aimais beaucoup personnellement quand j'étais petite, que j'aime encore. Mais quand Dr Lucier m'a dit « J'aimerais ça que tu viennes présenter qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens pour en arriver à l'hébergement, à considérer l'hébergement quand les patients ont une maladie d'Alzheimer. » Puis là, je me disais, bon, par quel bout je vais prendre ça? Parce que c'est tellement vaste, l'expérience d'être un aidant naturel. Puis je ne sais pas pourquoi cette chanson-là me trottait toujours dans la tête. Et puis, je me suis dit, ben pourquoi est-ce que c'est cette chanson-là qui me revient tout le temps? Et puis, j'essayais de réfléchir à tout ça. Puis les pensées qui me sont venues, c'est, bon, d'une part, c'est que on sait que la maladie d'Alzheimer, ça affecte la personne, ça affecte pas juste sa mémoire, ça affecte les souvenirs, donc de qui elle est. Et, notre histoire, c'est aussi qu'est-ce qui définit vers où on s'en va et qu'est-ce qu'on veut devenir. Et puis quand on perd des grands pans de notre histoire, bien, on perd parfois le sens de qui on est, qui est notre identité. Mais ça a un impact sur les gens de notre entourage. On est en couple et il y a celui qui est l'aidant de la personne qui développe la maladie d'Alzheimer est confronté à ce qui arrive à son proche. Fait que ça va la changer elle aussi. Fait que être aidant naturel, c'est une expérience qui nous change. Puis ce qui est transformé, c'est pas juste l'aidant, c'est pas juste le proche qui a la maladie, c'est la relation aussi qu'on a avec cette personne-là et que l'aidé, que celui qui a la maladie a avec nous. Et je me disais, bien, qu'est-ce qui reste de tout ça avec la maladie qui évolue et qui fait qu'à un moment donné, on doit penser à des choix difficiles comme l'hébergement? Bien, c'est parce que être aidant naturel, c'est très exigeant. La personne est en perte d'autonomie. C'est une perte d'autonomie qui est physique, mais il y a des changements émotifs qui surviennent. Alors, ça va avoir un impact, donc, qui est tel qu'on est souvent obligé de considérer, puis ça peut arriver plus ou moins rapidement, dépendamment des situations, d'aller, même si on ne l'a pas voulu, d'aller vers un hébergement. Puis je pense que c'est une hypothèse qui survient assez rapidement dès qu'on met le diagnostic. On sait parce que une des peurs les plus importantes des gens, c'est bien, qu'est-ce qui va arriver le jour où je serai plus capable de m'occuper de moi-même? Si jamais toi, mon conjoint, mon épouse, tu n'es plus capable de t'occuper de moi. Puis je veux rester à la maison. Tout le monde voudrait rester à la maison. Alors on se retrouve dans des situations où il y a des couples qui vont être forcés d'être séparés. Alors, il y a un impact important sur le couple. Puis, puis ça, c'est aussi toute l'histoire des couples. Hein. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Fait qu'il y a des couples qui vont bien, il y a des couples qui vont moins bien. Comment ils vivent ça également, eux autres? Donc,
ce qui me restait avec tout ça, c'était cette espèce de nostalgie que la chanson m'amenait. Et c'est aussi pour ça que je me disais, si on veut parler d'hébergement, ben, il faut parler de l'impact de la maladie sur les aidants naturels. Il faut parler, on n'aime pas le mot, il faut parler du fardeau des aidants naturels. Être un aidant naturel, c'est parce qu'on commence à prendre en charge des choses qu'une personne n'est plus capable de faire. On commence à les prendre en charge à sa place. Ça peut être un rôle qui peut être valorisant, mais c'est un rôle qui est surtout très exigeant et dont l'importance s'agrandit avec le temps. Alors, je dirais que on commence à réfléchir à changer de rôle dès l'annonce du diagnostic de la maladie. Ici, je vous montre une photo du cerveau. Ici, c'est le cerveau de quelqu'un qui est normal. Et à droite, c'est le cerveau d'une personne qui a une maladie d'Alzheimer avancée. Vous voyez que le cerveau a diminué beaucoup. Fait que c'est une maladie qui amène une mort des cellules du cerveau. Donc, ça va changer la personne et ça va changer ses capacités parce que le cerveau, c'est notre ordinateur personnel qui contrôle tout ce qu'on fait. Monsieur Côté, vous, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer de votre épouse, comment ça s'est passé pour vous? Bien, ça s'est passé, premièrement, c'est ma conjointe qui a réalisé elle-même que de ses capacités diminuaient parce qu'elle travaillait en équipe et puis une de ses grandes qualités, c'était une mémoire qui était quand même assez phénoménale et qui lui permettait de gérer un paquet de choses ensemble et des idées, des projets, des choses comme ça. Puis à un moment donné, elle s'est aperçue qu'elle avait plus d'acuité. Donc, elle est allée consulter. Et le diagnostic est arrivé en 2013, après une année où elle avait constaté ces diminutions-là. Et ce qui m'a, moi, aidé l'aidant, c'est qu'elle a pris ça avec énormément de courage et je dirais même de bravoure. Parce qu'elle a fait face, sa première réaction, ça a été de dire à la neurologue qui lui avait annoncé le verdict, de lui dire, moi, je veux faire partie de toutes les études possibles pour qu'on puisse trouver une solution à cette maladie-là. Donc, elle a passé par-dessus toute la négation. Bon, tout ça, c'est comme si elle avait fait son deuil en dedans de X nombre de secondes pour aller tout de suite à la façon de s'en sortir. Alors, c'est le genre de courage que Carmen avait, c'était justement de faire face et de trouver des solutions. Alors, pour moi, l'aidant naturel, ça a été un peu la même chose. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu à m'apitoyer où j'ai pas eu le temps de m'apitoyer sur la situation. Elle-même ne s'apitoyait pas sur la situation. On était déjà en mode solution, en mode recherche d'amélioration et tout. Alors, je vous dis pas qu'il n'y a pas eu de deuil, sauf qu'on était déjà dans un mode très positif, alors le deuil a été beaucoup plus facile à faire. Donc, ça a quand même, d'emblée, vous vous êtes dit comment on attaque ce problème-là, comment on attaque la maladie et le futur. Puis ici, vous voyez les chiffres qui sont mentionnés. À Montréal, là, bon, le pointeur ne semble pas vouloir pointer. Ah, le voilà. 33 000 personnes à Montréal sont affligées de la maladie. 125 000 personnes au Québec. Ça, c'est des données qui datent de 2012. En 2025, on prévoit qu'il y aura 260 000 personnes atteintes au Québec. Ça va plus que doubler. C'est donc quelque chose qui est très important pour le réseau de la santé. Ça va avoir un gros impact. Mais les aidants naturels jouent un rôle excessivement important dans ce contexte-là. Pourquoi? Parce que les aidants naturels donnent actuellement 85 des soins aux aînés. 85 Ça, ce que ça représente, c'est qu'il y a à peu près 16h30 de soins qui sont donnés par l'aidant naturel, comparativement à 45 minutes par le CLSC. Si on devait remplacer les aidants naturels, il faudra engager 1,2 million de professionnels à temps complet. Il faudra augmenter de 34 les places en institution, puis augmenter de 116 le soutien à domicile.
comme coût là, pour le système de santé, c'est 4 à 10 milliards de dollars. Fait que même là, même si on voulait qu'on avait l'argent pour le faire, vous savez qu'actuellement, il existe une pénurie de personnel dans le réseau de la santé. Ceux qui ont l'expérience du CLSC pour avoir des services savent qu'il y a beaucoup de roulement de personnel à cause de cette pénurie. Alors, les aidants naturels que vous êtes, que nous sommes, qui travaillent avec ces gens-là, c'est un rôle qui est excessivement important pour nos proches qui ont une maladie d'Alzheimer. Qui sont les aidants naturels? Il y a des données, il n'y a pas beaucoup de données qui sont spécifiques au Québec. Il y a quelques statistiques qui ont été mises à jour dernièrement, mais ils se basent beaucoup sur les statistiques qui ont été faites au Canada en 2012. Et qui sont les aidants naturels actuellement? Bien, en 2012, il y en a probablement plus maintenant. C'est 1,13 million de personnes. Ça représente le 5e de la population totale des 15 ans et plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes aussi qui sont des aidants naturels. Quand on pense maladie d'Alzheimer, on pense aîné, on pense que c'est le conjoint qui est l'aidant naturel, mais des fois, c'est les enfants et des fois, c'est même les petits-enfants. Je travaille avec les aidants naturels, j'ai vu des petits-enfants aussi être les aidants naturels. 55% des gens qui exercent ce rôle d'aidant naturel sont âgés entre 45 et 64 ans. Ça veut dire que c'est des gens qui sont habituellement dans la force de l'âge, dont plusieurs d'entre eux travaillent. Plus de la moitié, c'est des femmes. C'était encore traditionnellement les femmes qui jouent davantage ce rôle-là, mais comme vous voyez aujourd'hui, on a un homme avec nous qui est aidant naturel. C'est en augmentation, les aidants naturels masculins. Et ça leur pose des défis particuliers parce que les hommes, des baby-boomers maintenant, c'est cette génération-là qui arrive à ce rôle actuellement. Les hommes étaient souvent des pourvoyeurs, les femmes restaient plus souvent à la maison, s'occupaient des enfants. Alors, les hommes sont en train de changer de rôle. Donc, vous voyez, seulement 25% étaient retraités, hein? Puis 10% étaient aux études. Donc, certains ont fait même des calculs financiers. Qu'est-ce que ça représente pour les gens qui travaillent comme perte de revenus? Potentiellement 16 000 $ par an comme perte de revenus. Donc, être aidant naturel, on le fait avec cœur, on le fait avec amour, on le fait parce qu'on veut être proche de notre aidé, mais ça coûte. Ça ne coûte pas juste financièrement. Ici, bien, ça vient de l'enquête que je vous parlais, là, de Statistique Canada. Parce que là, on peut se demander, qu'est-ce qu'on fait comme aidant naturel? C'est quoi les tâches qu'on a à accomplir? Peut-être ici que je vous passerai la parole, M. Côté. Qu'est-ce que vous avez fait comme aidant naturel? Quelles étaient les tâches que vous avez vues? C'est à peu près tout, parce que au moment où Carmen a été hébergée, elle ne faisait déjà plus rien par elle-même, ni manger, ni s'habiller, ni aller à la toilette, ni rien. Elle marchait dans la maison, puis elle s'assoyait, puis elle mangeait quand c'était le temps de manger, quand je lui donnais à manger. Donc, vous pouvez du lever au coucher et du coucher au lever, parce que ça aussi, c'est une période d'aidant naturel. La nuit, quand elle se réveillait ou quand je me réveillais par la force des choses, c'était de l'aide qui se faisait 24 heures par jour. Alors, évidemment, ça, c'était à la fin, mais ça a commencé petitement en voyant qu'à la cuisine, elle manquait de se brûler parce qu'elle avait perdu ses habitudes, elle avait perdu le sens de la prudence. Ensuite de ça, ça a été la planification, ça a été des choses qu'elle perdait, la façon de s'habiller, gestion de ses choses personnelles, etc. Alors, c'est une dégradation qui s'est faite sur un nombre d'années, de 2012 jusqu'à 2019, parce qu'elle a été hébergée cette année. Et ça a été du rien à tout. C'est ce qu'on voit ici. Vous voyez que dans les chiffres, c'est 80% du temps le transport, 49% du temps, c'est la préparation des repas. Dans 49% des cas, c'est les tâches que les aidants doivent accomplir. L'entretien de la maison, dans 44% des cas.
l'organisation des soins, les opérations bancaires, les soins personnels, les traitements médicaux et les autres activités. Mais, vous comprenez de ce que dit M. Côté, que ça, finalement, c'est des tâches plutôt concrètes. Hein? C'est des tâches qui sont pragmatiques. Je ne sais pas qui d'entre vous est aidant naturel dans la salle, mais ceux qui le sont, vous savez que c'est beaucoup plus que ça qu'on fait comme aidant naturel. On doit répondre à la question, aux questions répétitives que la personne pose parce qu'elle ne se souvient pas. On lui dit, par exemple, on doit aller à un rendez-vous chez le médecin cet après-midi à 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait après-midi encore? Il faut répéter. Et c'est pas facile, ça, pour quelqu'un de devoir répéter. Les soins pour la nuit, là, quand la personne se réveille, puis que là, elle ne sait plus où elle est, puis qu'elle cherche la porte pour sortir. Bien, l'aidant naturel, il ne peut pas dormir. Il doit se réveiller. Il doit aider la personne à se restituer. C'est pas saisi, ces choses-là qu'on fait, c'est pas saisi par les enquêtes statistiques. Et pourtant, c'est peut-être ces tâches-là qui viennent nous chercher le plus. Alors, ce que je vais faire dans la suite des choses, c'est essayer de vous démontrer qu'est-ce qu'on fait comme aidant naturel, qu'est-ce que ça amène comme conséquences, parce que ces conséquences-là sont vraiment à plusieurs niveaux, et ce n'est pas juste au niveau des soins. Puis ici, vous avez entendu parler de toutes sortes de choses de la part des aidants naturels. Quand on m'a demandé de faire la présentation cet été, on était en plein dans le procès de M. Cadotte. Puis je me suis dit, je vais devoir venir parler d'hébergement, de soins aux aidants, du rôle des aidants naturels dans le contexte de cette histoire dramatique qu'a vécu cet homme qui a été aidant naturel pendant quelques années. C'est un extrême, hein? C'est un extrême d'en arriver au choix de tuer son épouse. Puis on sait qu'il y a plusieurs facteurs qui avaient derrière tout ça, puis je n'entrerai pas dans le cas spécifique de M. Cadotte. Mais il y a d'autres extrêmes. Chloé Sainte-Marie, qui a été l'aidante naturelle de son conjoint Gilles Carle, qui a parlé beaucoup des aidants naturels, qui a fait beaucoup pour démontrer quel est le fardeau que ces gens-là vivent. Bien, dans une entrevue qu'elle a passée il y a une couple d'années, elle a révélé qu'elle avait même eu des idées de suicide à un moment donné. Édith Fournier, elle, un exemple qui est complètement contraire. Une dame que vous avez peut-être déjà entendu dans les cadres des présentations qui sont faites à l'Institut de gériatrie au cours des dernières années, aidante naturelle de son conjoint qui était également là, dans le domaine de la télévision, un autre réalisateur. Et elle, c'était très difficile, son expérience, mais elle a transformé cette expérience-là en quelque chose d'extrêmement positif. Elle partage son expérience avec les autres. Elle a écrit des livres parce qu'elle était l'aidante naturelle, non seulement de son mari, mais également de sa mère. Fait que vous voyez, on passe de quelqu'un qui a tué sa conjointe, d'une aidante qui pense au suicide, et d'une autre personne qui a réussi à faire quelque chose de très positif avec ça. Alors, qu'est-ce qui fait que la job d'aidant naturel nous amène dans tous ces extrêmes-là? Mais c'est parce que quand on parle d'être un aidant naturel, on parle que ça s'accompagne de responsabilités qui sont souvent associées, comme je dis au début, à un fardeau. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le fardeau des aidants naturels? Bien, le graphique que vous voyez ici à gauche, c'est à partir des statistiques là, qui ont été recueillies par Statistique Canada en 2012 aussi. Et bien, ce que le tableau nous montre, c'est que plus de la moitié des gens exprimaient avoir été inquiets, angoissés, fatigués. 40% colériques ou irritables. 40% débordés. D'autres qui ont eu des problèmes de sommeil. D'autres qui ont été carrément déprimés, mécontents, qui se sont sentis isolés, qui ont éprouvé une perte d'appétit. Donc, il y a un impact, pas juste physique, il y a un impact psychologique sur les gens. Les études actuelles ont tendance à regarder le fardeau des aidants naturels selon 4 dimensions. On parle d'un stress qui est physique, qui est lié finalement à la détérioration de l'état général de la personne au cours des années d'évolution de la maladie. Vous savez qu'il y a une perte d'autonomie, il y a une perte au niveau de la santé, qu'il faut donner des soins à ces personnes-là. Ça crée un stress. Il y a le stress émotionnel aussi sur l'aidant. Il faut non seulement gérer les atteintes cognitives, affectives,
et comportemental aussi de la personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre démence. Il y a un stress qui va survenir aussi sur la relation qu'on a avec l'aidant naturel. Il faut gérer ses émotions, mais il faut aussi gérer ce qui se passe dans la relation avec l'autre. J'aurai des exemples à vous donner, mais il arrive dans la maladie que des personnes développent des idées paranoïaques. Okay? Pourquoi? Ils ne se souviennent pas, par exemple, qu'ils ont rangé leur portefeuille à un certain endroit. Comme ils ne s'en souviennent pas, puis que souvent ils nient leurs problèmes de mémoire, mais ils commencent à avoir peur qu'ils se sont fait voler. Et par qui peuvent-ils se faire voler? Par la personne qui est dans la maison. Alors ça peut créer un stress sur la relation au niveau du couple. Il y a un stress social aussi quand on est aidant naturel. Pourquoi? Parce que quand on donne des soins, bien, veut pas, on peut plus faire autant d'activités qu'auparavant. Puis je dirais que il y a un stress qui est lié aussi à ce que pensent les autres. Souvent notre famille. Et c'est pas rare, moi je vois beaucoup les aidants naturels, c'est pas rare qu'il y ait des aidants naturels qui me disent le frère de mon mari, là, il n'est pas tellement content que je pense à un hébergement. Okay? Il pense que c'est pas si compliqué, il est bien correct, mon mari, il n'a pas tant de troubles de mémoire que ça. Peut-être, mais il n'est pas là 24 heures sur 24 quand la personne se réveille la nuit, justement, qu'elle a des idées paranoïdes. Et comment est-ce qu'on explique ça à quelqu'un pour faire comprendre l'impact de la maladie? C'est pas toujours évident. Fait que c'est les catégories de stress qu'on peut vivre. Puis dans le stress social, il ne faut pas oublier non plus le soutien qu'on va avoir de notre famille, de nos amis. Il y a des gens qui me disent, c'est drôle, hein? On avait plein d'amis, puis là, on ne les voit plus. Ils ne savent plus comment parler à mon conjoint. Ils n'osent plus venir. Trouver de l'aide, trouver des soins. Qui ne s'est pas battu avec le CLSC ou avec le réseau de la santé actuellement? On a entendu parler hier des tétraplégiques qui sont sur des listes d'attente pour obtenir certains types de soins. C'est encore plus vrai pour les patients qui ont des troubles cognitifs. Alors, c'est les différents types de stress auxquels sont confrontés les aidants naturels. Et évidemment, c'est variable d'une personne à l'autre, là, mais il reste que c'est quand même important. Vous, Monsieur Côté, qu'est-ce que vous diriez qui ont été les stress les plus difficiles pour vous à vivre? En fait, tous ces stress-là font partie de l'expérience d'être proche aidant. Je pense qu'il n'y a personne qui passe à côté. C'est des degrés divers selon les personnalités. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, ça a été deux choses. Premièrement, stress par rapport aux émotions que Carmen vivait, parce qu'elle a perdu aussi l'usage de la parole graduellement. Ça a commencé par le vocabulaire qui était moins précis, mais éventuellement, c'était même l'énoncé du mot. Elle ne trouvait plus le substantif, elle ne trouvait plus le verbe. Alors donc, c'était l'obligation que je me sentais d'essayer de la précéder ou de l'analyser, de dire, mais qu'est-ce qu'elle doit penser présentement? Pourquoi elle a l'air triste? Est-ce que c'est parce que j'y ai dit quelque chose d'effrayant sans le savoir? Est-ce que je lui ai fait de la peine? Est-ce qu'elle-même a un souvenir qui lui fait de la peine? Est-ce que c'est quelqu'un... Donc, on est toujours en recherche d'essayer de deviner ce que la personne vit pour être capable de la consoler si on est capable. Ça, j'avoue que ça m'a ajouté énormément comme stress psychologique. Pour moi, c'est celui que j'ai trouvé le plus difficile. Et le deuxième, c'est en tant que mari, en tant que conjoint, ça a été ma blonde, ça a été mon amante, ça a été mon amoureuse. Puis là, ben, il faut que j'y donne son bain. C'est pas la même relation quand on est amoureux et quand on est un proche aidant ou quand on est un préposé aux bénéficiaires. Le détachement qu'on a, on peut le faire une fois, deux fois, oui, très honnêtement, on peut le faire. Mais comme relation, je trouve que c'est très difficile à vivre. Être continuellement proche aidant, être continuellement préposé aux bénéficiaires, ça empêche d'être amoureux. Puis être amoureux, ben, t'oses pas être proche aidant. Tu veux garder une discrétion, tu veux garder à ton amoureuse son jardin secret. Ça fait partie du respect de son amoureuse. Alors moi, j'ai trouvé que j'ai eu un gros conflit intérieur là-dedans, à savoir, c'est qui cette personne-là? Est-ce que c'est une personne dont je m'occupe pour lui donner des soins, ou bien si c'est ma femme avec tout ce que ça implique? Alors moi, j'ai eu beaucoup je dirais, de stress émotif par rapport à ça parce que ça a duré quand même une couple d'années avant qu'on se dise, il n'y en est plus question. Ce n'est plus la même personne, ce n'est plus mon amoureuse. C'est une personne dont je m'occupe. Et ça, c'est vraiment
comme je disais tout à l'heure, c'est des choses qui ne sont pas capturées par les statistiques. Et pourtant, que la plupart des aidants naturels vivent, puis que c'est pas facile non plus d'en parler. Ça m'amène, bon, quand on parlait de stress physique, d'intimité, finalement, hein, c'est le temps qu'on doit donner aux soins pour la personne qui a des troubles cognitifs. Ce que les statistiques nous montrent, là, quand on fait le portrait des aidants naturels, c'est qu'il y a plus que la moitié, à peu près 64% des aidants naturels, qui donnent 5 heures de soins ou moins, OK, par jour. Entre 5 et 9 heures de soins, ça monte à 15%, puis 10 heures ou plus de 20%. Alors, il y a quand même le 5e des aidants naturels qui doivent consacrer plus de la moitié de leur vie éveillée à donner des soins. C'est important. Puis le temps consacré aux soins va augmenter avec la sévérité de la maladie. Quand on regarde les gens qui donnent plus que 10 heures de soins par jour à leurs proches, quand l'atteinte est au début là, de la maladie, c'est à peu près 10% des gens qui donnent 10 heures de soins par jour. La maladie devient sévère, on monte à 50% des gens qui doivent en donner. Et le fait de donner des soins, okay, ce temps-là qu'on doit consacrer à donner des soins, c'est ce qui a le plus d'impact auprès de la personne en termes de l'isoler socialement. Pourquoi? Parce que comme ça prend du temps de donner des soins, on n'a pas beaucoup de temps pour sortir, pour rencontrer des amis. Et si on regarde les statistiques, il y a quand même un nombre important de personnes, le tiers, qui disent que ça réduit leurs activités sociales ou le temps qu'ils consacrent à leur passe-temps. Le temps consacré à la détente, le tiers aussi, 28%, c'est un peu moins. Le temps consacré à la détente est diminué. Il y a une réduction du temps qui est passé avec les amis chez 25% des gens, c'est le quart. Réduction même du temps passé avec les enfants. Un certain nombre, 18%, ont dû annuler des projets de vacances ou les changer. Donc, être aidant naturel, ça vient avec un coût au niveau de la vie sociale. Et en fait, on dit que c'est vraiment le temps consacré aux soins, c'est ce qui a le plus d'impact sur la vie sociale des gens. Et donc, c'est associé aussi à un risque de dépression pour l'aidant naturel. Par contre, ce qui va venir colorer tout ça, parce qu'encore là, hein, donner des soins, il y en a qui le font avec plus ou moins de difficulté. Il y en a qui réussissent à le faire avec quand même du plaisir, qui se sentent quand même bien là-dedans, qu'ils sont rendus à un point de leur vie où c'est pas tant la vie sociale qui pour eux est important. Mais des fois, les soins deviennent difficiles à donner. Pourquoi? Parce que les maladies cognitives sont parfois associées, en fait, dans beaucoup de cas, sont associées à ce qu'on appelle les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. C'est quoi les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence? Bien, c'est la personne qui devient agressive, irritable, dans certains cas qui devient agitée, qui est plus capable d'arrêter de bouger, puis qui veut sortir et qui, des fois, a de la difficulté à se calmer. C'est la personne qui devient déprimée. Des fois, c'est le contraire, elle devient un peu trop excitée ou un peu trop euphorique. C'est plus rare, mais ça arrive. Des fois, la personne se met à avoir ce qu'on appelle des idées délirantes, les idées paranoïaques que je parlais tout à l'heure, avoir l'impression qu'elle se fait voler. Ou pire, ça c'est encore plus difficile à vivre, c'est quand ils se mettent à penser que leur conjoint a des amants ou des maîtresses. Et ça peut causer beaucoup de souffrance à la personne, on le voit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Plus ils arrivent tôt dans la maladie, plus ils rendent le fardeau de l'aidant difficile, plus ils rendent les soins à donner difficiles. Si quelqu'un, dans son délire, pense que sa conjointe a un amant, il va peut-être avoir plus de difficultés à accepter, comme le disait M. Côté tout à l'heure, que le conjoint lui donne son bain. Tu me trompes après tout. Fait que c'est le genre de symptômes qui peut être très difficile. Puis en fait, on dit que les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, c'est peut-être le facteur qui est le plus associé au placement, au besoin de placement pour l'aidant.
et pour le patient. Puis c'est aussi le facteur qui amène le plus haut risque pour la dépression chez l'aidant naturel. La dépendance émotionnelle, puis l'atteinte de la relation aussi. Quand on est aidant naturel, on doit gérer ses émotions. Je me souviens d'une de mes patientes que je voyais, c'était une aidante naturelle dont le mari avait beaucoup de propos répétitifs. Et il répétait toujours les mêmes choses. Un monsieur très gentil par ailleurs, qui avait aucune once d'agressivité, qui acceptait bien les soins, mais il faisait répéter sa femme. Puis ma patiente, elle me dit, je suis pas une personne patiente. Et puis, ça me fatigue tellement, je finis par me fâcher. Et vous imaginez la culpabilité qu'elle vivait parce qu'elle voyait très bien que c'était pas de la faute de son conjoint de lui faire répéter, mais elle avait beaucoup de difficultés à gérer ça. Pour d'autres, ce qui est difficile, c'est qu'ils se sont fait des promesses. Je te placerai jamais. Puis là, ils se rendent compte qu'ils sont en perte d'autonomie, que leur conjoint est fatigué, puis parfois le conjoint développe une maladie, puis des problèmes de santé. Puis là, ils deviennent encore plus anxieux vis-à-vis du placement. Puis là, le conjoint, l'aidant naturel, dit « Je peux pas y faire ça, j'ai promis que je m'en occuperai jusqu'à la fin. » Et des fois, malheureusement, les circonstances font qu'on n'est pas capable de tenir des promesses. Alors, vous imaginez qu'est-ce que ça peut créer sur le plan psychologique. Puis il y a d'autres aidants naturels qui ont vraiment le sentiment que c'est leur devoir de s'occuper de leurs proches et qui se sacrifient et qui vont souffrir en silence et qui vont venir au rendez-vous puis qui ne parleront jamais de ce qu'eux autres y vivent. Et puis à un moment donné, là, des fois on s'en rend compte parce qu'ils se mettent à pleurer dans un rendez-vous, par exemple. Et là, il faut intervenir. Tout l'impact sur les relations familiales, les relations avec les enfants, les relations avec les frères et sœurs, qui des fois sont aidants, mais qui des fois ne le sont pas. Puis, je l'ai mentionné tantôt, là, la relation avec le réseau de santé. J'ai une de mes patientes cette semaine qui a perdu patience et qui s'est fâchée avec la travailleuse sociale parce qu'elle avait déjà un problème avec sa mère qui a de la difficulté à faire confiance aux intervenants qui viennent. Les intervenants changent tout le temps. Et puis là, sa mère s'est retrouvée hospitalisée et par erreur, les services ont été cancellés. Et quand sa mère est retournée à la maison, plus de services. Alors, vous imaginez la situation de crise que ça a causé pour cette jeune femme-là qui travaille et qui a absolument besoin de travailler pour pouvoir payer son loyer. Alors, c'est vraiment pas évident d'être aidant naturel. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Il y a deux points dont je parlais avec le docteur Claire dans nos rencontres. Le premier, c'est que je ne suis pas propriétaire de la Lune, donc je ne peux pas la donner à quiconque. Alors, je n'ai jamais promis la Lune à Carmen, qui s'est bien gardée de la promettre à son conjoint, elle aussi. Ça, je pense que c'est une clé qui, en rétrospective, évidemment, je ne pensais pas à la situation, mais ça n'a pas été dans notre mode de se faire des promesses éternelles. On est conjoints de fait et on s'est dit, ben demain, on va régler demain. Puis après-demain, on réglera après-demain. Et ça nous a permis d'avoir une vie, ma foi, fort agréable. La deuxième chose, c'est que je me suis un petit peu prémuni contre les stress en faisant une chose que je disais au docteur Claire, j'ai mis mes switches à off. Il y a quelque part où quand on constate que l'aide devra être totale, parce que c'est devenu assez évident assez rapidement avec Carmen que sa maladie s'en allait directo dans la totale. Heureusement, nous étions à notre retraite tous les deux. On l'a prise d'ailleurs, on travaillait tous les deux quand son diagnostic est arrivé. Puis on a pris notre retraite en même temps, ce qui, évidemment, d'un point de vue matériel, est plus facile que si on a à travailler, comme le disait le docteur Claire. Donc, à partir de ce moment-là, les projets qu'on avait sont tombés forcément. Alors, le projet qu'on avait, c'était que Carmen ait une vie, que nous deux, mais forcément Carmen ait une vie, ma foi, agréable, aussi confortable que possible. Pour ça, ben, c'est sûr que j'ai arrêté de jouer de la musique, c'est sûr que j'ai arrêté de faire du bateau. Il y a des choses que j'ai... Puis je ne veux pas me poser en martyr, là. C'est un choix. Puis je ne le regrette pas qu'aujourd'hui, vous me voyez souriant et en santé. Là. Bon. Mais la période de sa maladie, je pense qu'il faut diminuer les attentes en tant qu'aidant naturel puis dire, mais ma job, c'est ça. Moi, ça a fonctionné pour moi.
Je vous dis ça dans le contexte que je vous ai présenté tantôt. Je vous dis ça comme une expérience personnelle. Il reste que, puis là, vous le voyez sur cette diapositive-là, plus le nombre d'heures de soins est élevé, plus les aidants familiaux nous déclarent qu'ils sont stressés. Ce que vous voyez, là, les blocs bleus, c'est l'augmentation du stress avec l'augmentation du nombre d'heures soins qu'on donne. Donc, vous voyez que plus il y a d'heures soins qu'on doit donner aux patients, plus le stress augmente. Puis en rouge, vous voyez, ça, c'est l'impact que l'aidant naturel a ressenti sur sa santé. Fait qu'ils ressentent moins de stress qu'ils ressentent, c'est-à-dire ils ressentent plus de stress qu'un impact sur leur santé. Mais vous voyez qu'il y a quand même un nombre important là, de gens qui vont avoir un impact sur leur santé. Puis ça, être aidant naturel, on se rend compte avec... puis là, bien, les statistiques sont plus ou moins fiables parce que ça dépend toujours de qui sont les aidants naturels. Puis là-dedans, c'est pas juste les aînés qui sont décrits. Mais il reste que jusqu'à la moitié, 16 à 45 vont avoir de l'anxiété. Jusqu'à 85 vont avoir de la dépression ou des symptômes dépressifs. Il y a une augmentation des problèmes de santé physique qui est difficile à quantifier. Puis il y a même certaines études qui parlent qu'il y aurait possiblement une augmentation de la mortalité. Comment? Bien parce que le stress, ça a un impact sur le physique. Donc, c'est pas négligeable le stress d'être un aidant naturel. Bon. Ça m'amène à... C'est une diapo un peu compliquée, là, mais c'est sûr qu'ici, on vous donne des exemples pour montrer le fardeau de l'aidant. Mais comme je vous le disais au début, tout le monde ne vit pas ce fardeau-là de la même façon. Il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent moins bien, puis c'est lié à un ensemble de facteurs. Ça dépend de la personne qu'on aide, de sa santé. Est-ce que, je vous montre ici une caricature, mais quand même, un monsieur âgé que j'imagine qui a une démence et qui chante. J'ai vu des patients qui avaient une démence heureuse. Mais quand c'est des SCPD et qu'il y a de l'agressivité, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, il y a des facteurs qui dépendent du patient lui-même. Il y a des facteurs qui dépendent de l'aidant. Est-ce que l'aidant, c'est quelqu'un qui est débordé, qui doit travailler, s'occuper de jeunes enfants, ou c'est quelqu'un qui est capable de se valoriser dans ce rôle-là, qui a un sentiment de compétence? Parce que d'avoir un sentiment de compétence dans notre rôle d'aidant, c'est plus positif que de ne pas avoir de sentiment de compétence. Est-ce que le réseau de soutien, le réseau social est aidant? Est-ce qu'on a beaucoup de tâches à accomplir ou est-ce qu'on en a moins? Donc, ça va être l'interaction de tous ces facteurs-là qui va faire qu'on vit bien ou plus ou moins bien ou mal le rôle d'aidant naturel. Puis les conséquences, donc, sont aussi diverses qu'on est de personnes et d'êtres humains. Mais on se rappelle, avec les statistiques que je vous ai montrées, qu'être aidant naturel, c'est clair qu'il y a un prix qui vient avec ça pour la santé, pour les émotions, pour le stress. C'est pour ça que un des buts que j'avais aujourd'hui, parce que les aidants naturels que je vois, ceux qui me sont référés, c'est souvent des gens qui, justement, sont débordés, épuisés, déprimés, anxieux. C'est des gens qui se sentent souvent coupables de devoir considérer un hébergement. Souvent, c'est le médecin de leurs proches qui dit « Bien, je pense qu'on est rendu là, c'est rendu trop difficile pour vous, puis sa maladie est trop avancée. » Alors, ce que je veux, c'est démystifier pour vous l'hébergement, puis surtout qu'on en finisse un jour avec la culpabilité qui est associée au placement. Parce que, des fois, l'hébergement, ça devient un soin de santé. Parce que nous, on n'est plus capable de le donner, parce que ça demande un nombre d'heures qui est trop important, ça demande une surveillance qui est trop exigeante, ça demande du temps qu'on n'a plus et qu'on ne peut pas donner. Et puis, quand on est rendu à dire que là, on doit considérer un hébergement, bien, il y a toute une autre série de démarches qui doivent se mettre en branle. Souvent, il va falloir déterminer c'est quoi le meilleur lieu pour la personne. Quel est le lieu qui va le mieux répondre aux besoins? Et ce qu'on va essayer de voir à ce moment-là, c'est quoi les soins qu'elle a besoin? Est-ce qu'il y a des difficultés comportementales dont il faut s'occuper? Alors, souvent, l'ergothérapeute va nous aider à déterminer ça et la travailleuse sociale va nous aider à identifier les ressources qui sont plus appropriées. Puis actuellement, dans le réseau de la santé, il existe deux types de ressources. Soit des ressources privées,
soit des ressources dans le réseau public. Dans le réseau public, il faut passer par ce qu'on appelle le mécanisme d'accès à l'hébergement. Alors, les besoins sont évalués, sont déterminés, et là, le comité d'accès à l'hébergement va regarder c'est quoi les besoins, il va regarder c'est quoi le panier de ressources qu'ils ont, en fonction des désirs aussi du patient et de la famille. On veut rester dans le même quartier, on veut se rapprocher des enfants, on identifie la ressource qui est la plus appropriée et idéalement, c'est là que la personne va aller. Puis actuellement, dans le réseau, il y a 2 types de ressources. Des résidences intermédiaires pour les gens qui ont besoin de moins d'heures soins. On dit 1,5 à 3 heures soins par jour. Puis le réseau des CHSLD. Et là, c'est pour les gens qui ont besoin de 3 heures soins par jour et plus. Sinon, on peut aller dans le réseau privé. Mais évidemment, l'enjeu du réseau privé, c'est les coûts. C'est le type de ressources. Est-ce que c'est des ressources de qualité qui sont agréées? Et il y a dans le réseau privé, on va trouver une offre de service qui est à la carte. Vous allez trouver des résidences où la personne peut vivre de façon complètement autonome et faire tous ses besoins quotidiens, ou elle peut avoir des services pour l'entretien ménager, pour les repas, pour la gestion des médicaments. Encore une fois, c'est le coût qui est souvent le facteur limitant ici. Par contre, je mentionnais au tout début que ce qui est souvent difficile pour les aidants naturels, quand ils doivent considérer un hébergement, c'est qu'ils vont se retrouver séparés de leur conjoint. Fait que dans le réseau public, il n'y a pas beaucoup de place où les conjoints peuvent se retrouver ensemble. Par contre, dans le réseau privé, on retrouve des endroits où il y a un appartement, où l'aidant naturel qui, lui, est en bonne santé peut habiter, et le proche qui a la maladie peut aller, par exemple, sur l'unité de soins. Mais évidemment, ça veut dire que c'est 2 logements à payer. Hein. Alors, vous voyez, c'est quoi les défis. Il y a des gens qui pensent des fois que, ou qui se font fait dire, je l'ai entendu aussi, que tu as réglé ton problème, tu l'as placé maintenant. On ne règle pas le problème quand quelqu'un est placé. En fait, ce que les études montrent, c'est que 50% des aidants naturels continuaient de visiter leurs proches au moins une fois par jour. 93% au moins une fois par semaine. Puis 54% allaient jusqu'à donner les soins à leurs proches avec le personnel. Donner les soins, c'est participer à la douche, au bain, c'est participer aux soins d'hygiène, c'est participer au repas et à l'alimentation. Ce qu'on constatait aussi, c'est que, bon, si on se dit que les gens sont moins déprimés parce qu'ils ont placé la personne, bien, la prise d'antidépresseurs devrait diminuer. Ce n'est pas le cas. La prise d'antidépresseurs ne diminue pas. En fait, ce qu'on constate même, puis particulièrement dans l'année qui suit le placement, c'est que l'anxiété augmente. Pourquoi? Parce que là, il y a tout le stress de la négociation avec la résidence, de surveiller est-ce que les soins sont donnés adéquatement. Est-ce qu'on est à l'aise avec l'équipe de soins? Et ça c'est une source de stress pour les aidants. Par contre, ce que cette étude-là au moins a montré, c'est que passé 1 an, un des impacts là, du temps qui était consacré aux soins, un des impacts que ça avait ce temps-là, qui était l'isolement social, bien, ça commence à se renverser un petit peu. Les gens reprennent une vie sociale et ça aide à briser l'isolement de l'aidant naturel aussi. Monsieur Côté, comment vivez-vous l'hébergement de votre conjointe? La question est vaste. La dernière chose, en termes chronologiques, vous dites, ce avec quoi j'ai le plus de difficulté à vivre maintenant, ça tourne autour de la culpabilité. Je ne veux pas faire ma psychanalyse, là, mais il reste quand même que quand votre conjointe de 35 ou 40 ans, dans mon cas, vit dans une institution, que vous avez décidé, vous direz les circonstances, vous avez décidé qu'elle soit placée là, on n'arrive pas qu'à chaque fois que je la laisse, je me dis, est-ce que je l'ai laissée trop vite? Est-ce qu'elle se rend compte? Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle a de la peine d'être là? Est-ce que... Alors, on vit une certaine culpabilité, puis moi, j'en suis pas encore sorti totalement. Par contre, pour l'entrée, ce qui a été très favorable, c'est qu'on a une famille qui est quand même unie et assez harmonieuse, Dieu merci.
que ce soit comme c'est une famille reconstituée, des deux côtés de la famille, il y a une harmonie puis une communication qui est assez riche. Ce qui veut dire que j'ai eu des communications des deux côtés de la famille. Les gens m'ont appuyé dans le sens qu'ils ont réalisé quelle était la situation de Carmen. Et quand on a commencé à faire les démarches, parce que vous savez que ça prend quand même un an et demi, et même des fois un peu plus, il faut se décider en amont, parce qu'il y a toute une série de démarches à faire. Chaque étape a été accompagnée. Il faut, je crois, faire ça. On ne peut pas faire, enfin, dans la mesure du possible, il faut s'appuyer sur la famille, il faut s'appuyer sur les gens qui ont un autre point de vue pour voir si vraiment, est-ce que ma perception est bonne, est-ce que je fais la bonne chose. Moi, ça m'a été très utile. Évidemment, le service de la travailleuse sociale est une personne clé. Dans le cas de Carmen, ça a été une personne clé. On avait une personne extrêmement compétente, très efficace. Elle n'allait pas plus vite que le système, mais quand elle disait qu'elle allait avoir un dossier rouge, c'était un dossier rouge qui arrivait. Puis quand elle disait que c'était 3 semaines, bien 3 semaines, elle avait sa réponse. Alors, cette compétence-là m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et évidemment, son aide technique a été très utile. Alors, dans ce sens-là, c'est toujours très difficile, mais si on a la famille et la professionnelle, en tout cas, moi, ça a été très avantageux. Donc, quand Carmen a été hébergée, donc au mois de mai cette année, le coup est assez dur sur le moment, mais en même temps, comme il y a un processus qui s'est fait en amont, c'est plus facile à vivre. Les jours par semaine, bon, au début, sont très nombreux, mais il reste que la personne qui est là, c'est toujours bien ma femme. Puis je m'en ennuie, puis je vais la voir souvent. Puis ça va rester, probablement. Un élément que vous n'avez pas mentionné, mais qui a été important, vous n'étiez pas beaucoup occupé de votre santé, puis ça vous a rebondi au nez après le placement. Oui. Je me suis retrouvé à l'hôpital avec un pacemaker. Alors, je ne veux pas mettre ça sur le dos de Carmen, sauf que je n'avais pas surveillé ma santé. Et vous n'avez pas surveillé les signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs, évanouissement à un moment donné, puis je tombais à terre, puis bon... Quand je suis allé en parler à mon médecin, quelques mois après, elle m'en a fait des yeux gros de même. Monsieur Côté, quand on s'évanouit, on va à l'hôpital. Ben, je pouvais pas, je m'occupais de ma femme. Ben oui, c'est ça. Alors, que ce soit l'hygiène, les vêtements, quand votre fille vous regarde, papa, pas encore ces pantalons-là. Bon, alors il y a des choses comme ça, évidemment, qu'on néglige. Alors... comment est-ce qu'on peut gérer le fait d'être un aidant naturel? Parce qu'il reste que tout le monde, on a envie de garder notre proche le plus longtemps possible. Et tout le monde, on veut que ce soit une expérience qui soit quand même agréable. Je dirais qu'il faut prendre soin de nos aidants naturels. Puis ça veut dire que comme aidant naturel, il faut prendre soin de soi. Parce que si on ne prend pas soin de soi, comment peut-on prendre soin de l'autre? Alors, c'est important d'avoir aussi une éducation sur la maladie. C'est surprenant de voir combien de fois les gens se font parler, se font dire que leur conjoint a une maladie d'Alzheimer, mais qui ne se sont pas fait expliquer l'impact que ça avait sur la personne. Que des fois, ce n'est pas juste les difficultés de mémoire, mais c'est de la difficulté à exécuter des tâches qui, pourtant, ils avaient longtemps appris puis qu'ils devraient savoir plus longtemps. Comment ça, ils devraient savoir ça puis ils ne savent plus faire ça? Mais non, ils ne savent plus. Parce que l'ordinateur, comme je vous l'ai montré au début, il ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus parce qu'il n'y a plus de cellules. Alors ça, l'éducation sur la maladie, c'est quelque chose d'important qu'on doit donner aux aidants naturels. On doit aussi aider nos aidants naturels en leur donnant des stratégies pour intervenir sur les comportements difficiles que leurs proches peuvent avoir. Des stratégies sur comment gérer le stress. Développer leur réseau de soutien. Utiliser le réseau de la santé. Et je dirais, ça veut dire aussi, il faut consulter. Quand c'est le temps, quand on se sent fatigué, qu'on est épuisé,
il faut consulter, il faut aller chercher de l'aide. Puis il existe plein de ressources actuellement quand même pour les aidants naturels. Puis c'est pas vrai que c'est le psychiatre dans un premier temps ou même le médecin. La Société Alzheimer a mis en place beaucoup de services là, à Montréal pour aider nos aidants naturels puis aider aussi les gens qui sont atteints de la maladie. C'est une des ressources, mais il y en a beaucoup. Puis si vous allez sur le site de l'IUGM, vous devriez être capable de trouver une liste de ressources disponibles pour vous. Puis pour nous, là, il faut qu'on se rappelle tout le temps. Puis si vos médecins, si vos équipes traitantes ne s'en rappellent pas, il faut le dire aux gens. Moi aussi, comme aidant naturel, je fais partie de l'équipe d'intervention. Je suis celle qui donne les soins. Je suis celui qui donne les soins 85% du temps à domicile. Rappelez-vous cette statistique-là, ça vaut la peine. Moi, je donne 16h30 de soins, puis vous, c'est laissé seulement 45 minutes. Vous devez me considérer, vous devez me donner des informations. Puis si ça ne va pas, j'aimerais ça pouvoir en parler également. J'aimerais ça pouvoir avoir du soutien. Puis je voudrais aussi vous rappeler que l'hébergement, c'est pas se débarrasser de la personne. C'est un soin de santé qui devient nécessaire à cause de l'évolution de la maladie. Puis vous savez, la population vieillit. Avant, là, quand j'ai fait mes études en médecine, l'espérance de vie, c'était à peu près 70-72 ans. Maintenant, l'espérance de vie, c'est pas loin de 83 ans. Donc, on vit plus longtemps, puis on vit en meilleure santé. Si on vit en meilleure santé, on a moins de maladies chroniques, mais on a quand même des maladies cognitives qui surviennent. Mais physiquement, on est plus en forme, on est plus ambulant. Alors, on est plus mobile et tout ça. Donc, c'est pas juste quand... Avant, les CHSLD, c'était pour les gens souvent qui étaient grabataires. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors, vraiment, quand arrive un moment donné où on est épuisé, puis vous avez vu qu'il y a plusieurs raisons, et quand la situation est plus gérable à la maison, c'est le temps de penser à l'hébergement comme un soin de santé. Puis je vous dirais que dès le début de la maladie, idéalement, il faudrait commencer à réfléchir au jour où on pourrait en venir là. Alors, en conclusion, que reste-t-il de nos amours? Monsieur Côté. J'essaie de formuler quelque chose dans les derniers. Vous avez parlé d'une expérience positive. Que reste-t-il de mes amours? C'est que l'expérience qu'on vit là, c'est pas agréable, mais c'est enrichissant. La différence que je fais dans les termes, c'est qu'il y a des choses difficiles, mais une fois, quand on dit, selon l'expression anglaise, « at the end of the day », quand on va se coucher le soir, on se dit, bien, la personne que j'aime, c'est elle. Puis ce que je fais là, c'est parce que je l'aime. C'est un enrichissement pour moi dans la vie de couple. Ce n'est plus la même personne, mais c'est elle qui était la référence dans ma vie. Et puis, cet enrichissement-là, je l'ai eu grâce à elle. Alors, il y a quelque chose de positif, malgré tout, qui en sort. Parce qu'on est encore en vie, puis parce qu'on se donne et on s'aime, et puis ainsi va la vie. Vous allez comprendre que parmi les choses qui sont importantes pour la personne qui a des problèmes cognitifs, qui a une maladie comme l'Alzheimer, pour l'aidant naturel, qui est celui qui donne le plus les soins, il ne faut pas être tout seul. Comme pour les enfants, ça prend un village. Ça prend du monde alentour. Mais pour que la personne continue à vivre avec sa dignité, qu'elle soit encore une personne dans toute son entièreté. Je pense que tout ce qui reste finalement, je pense que M. Côté, vous l'avez bien résumé, c'est l'amour. Alors, c'est ma conclusion.